Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur Gabon Première, selon votre zone de résidence. Merci de nous recevoir chez vous. L'émission, c'est Écho des médias sur Gabon Première. Et nous allons vous donner le menu. La visite du président de la République au Ghana. Quels sont les enjeux? Nous parlerons aussi de l'interpellation de l'activiste Wilfried Okumba, vrai ou faux, mais aussi de l'architecte Moro Eric, vrai ou faux. Nous apportons quelques réponses. Force de défense et de sécurité, il faut plus de moyens. C'est ce que le chef de l'État essaye de faire pour leur permettre justement de pouvoir accomplir leur mission. Africa numéro 1, nous rendrons hommage à l'un des journalistes qui devaient être sur ce plateau, en la personne de Jérémy Gustave Zamba, journaliste retraité Africa numéro 1, qui nous a quittés. Et puis, nous terminerons, bien sûr, si le temps nous le permet, par la santé pharmaceutique. Nous allons parler des blocages qui assèchent les pharmacies. Le Moyen-Orient, vous le savez, c'est aussi l'actualité internationale et la surprenante résilience de l'Iran. Pour parler justement de tous ces thèmes, j'ai sur le plateau Joseph Mamimba, vous êtes directeur de publication de Convergence Afrique. Merci, bienvenue. Bonjour Edgar, merci. Andy Neltungi, co-présentateur de cette émission, merci, bienvenue. Merci. Jean-Claude Lafare, vous êtes donc de retour sur ce plateau, merci d'être là. Merci. Nous allons donc faire ensemble cette émission et puis nous aurons en phase invité, madame, messieurs, Brice Livou Inga, il est acteur politique pour justement commenter l'actualité. Messieurs, nous allons commencer cette émission. Jean-Claude, le président de la République était bien au Ghana, c'est certainement un autre pan de la diplomatie gabonaise. Effectivement, Edgar, le président de la République, vient de séjourner au Ghana dans le cadre d'une visite officielle. Et si ma mémoire ne me trompe pas, c'est la première depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême. Le Ghana, c'est un signal fort en Afrique et surtout en Afrique anglo-saxonne parce que c'est un modèle de démocratie. Le Ghana a des institutions très fortes et stables. Le Ghana projette un développement assez harmonieux. La preuve, des milliers d'étudiants gabonais se retrouvent là-bas pour y apprendre dans les universités. Alors, le président devait donc élargir cette assiette diplomatique en se rendant au Ghana, pas pour faire du tourisme, mais pour s'imprégner des réalités du Ghana, prendre ce qui est bon pour l'apporter, n'est-ce pas, dans notre pays, dans son gouvernement, dans sa gestion, à ancrer la démocratie dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas se tromper, le Ghana est un modèle de démocratie. Nous avons vu des présidents qui partent sans vouloir s'ancrer au pouvoir. Donc la visite du président au Ghana doit être bénéfique pour notre nation. Alors, on a bien compris, hein, il y a plusieurs conventions qui ont été signées, mais il y a deux qui intéressent justement cette visite. Il s'agit bien sûr de la formation diplomatique et des consultations politiques. Effectivement, consultations politiques, quelqu'un l'a souligné sur ce plateau, la dynamique diplomatique qui existe entre le Ghana et le Gabon. Mais je vais revenir sur le côté économique. Bien sûr. Avec justement la signature des accords dans le secteur agricole. Le Gabon est le deuxième producteur mondial de café, de cacao, juste derrière la Côte d'Ivoire. Du point de vue industriel, le Ghana est la 8e puissance industrielle, compte tenu du fait qu'il a développé le secteur manufacturé. Et il faut aussi dire que le Ghana, c'est le premier producteur de noix de coco en Afrique et 4e producteur mondial de manioc. Donc il y a une dynamique derrière qui doit s'installer entre le Gabon et le Ghana du point de vue des projets que le président a initiés au Gabon. Le président est fortement inspiré par le modèle ghanéen, ça il faut le souligner. Et derrière cela, il faut aussi voir les partenariats qui vont se tisser entre les entreprises ghanéennes et les entreprises gabonaises. Quand on sait qu'il y a une vision de basculer vers l'autosuffisance alimentaire, et pour ce faire, il y a des modèles africains qui ont déjà essayé de prouver leur ancrage dans un certain nombre de secteurs. Et c'est le cas du Ghana. Et donc, c'est tout bénéfique pour le Gabon d'avoir un partenaire stable, comme le Ghana, du point de vue de sa stabilité politique, sa stabilité institutionnelle et sa stabilité économique. Et donc, le Ghana, pour ma part, constitue un véritable vivrier pour les Gabonais, notamment pour nos entreprises qui ont accompagné le chef d'État dans ce voyage diplomatique. Alors Joseph, justement, Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, hein, il parlait justement des questions, des consultations politiques. Hein. Il l'a évoqué, on sait bien que le Ghana a une histoire peut-être pas pareille à celle du Gabon, un pays qui est passé par des coups d'État, mais pour restaurer en fait la démocratie.
Effectivement, je crois que dans tout ça, il y a cet aspect économique, cet aspect également politique. Effectivement, en cette visite, on voit également l'alliance régionale. On voit cette volonté du chef de l'État gabonais d'aller dans le sens de la coopération sud-sud pour donner le pouvoir aux entreprises africaines, à travers tout ce qui s'est dit entre les deux chefs d'État, c'est de croire au potentiel africain. Et je crois que la destination prise par Wisketo Likingema après cette visite en France, il vient démontrer que effectivement il faut faire bouger les lignes. Et nous voyons également en ça la symbolique au niveau, n'est-ce pas, de la culture. On a vu les deux chefs d'État habillés en tunique, c'était vraiment montrer que l'Afrique a véritablement sur le plan vestimentaire du potentiel et nous pensons que ceci contribue, n'est-ce pas, à bonifier l'image de l'Afrique et mettre en avant une politique, la politique de faire de nos ressources, de valoriser nos ressources et de croire en ce que certains hier ne croyaient peut-être pas. Jean-Claude, on a bien vu le président de la République aller s'incliner au mausolée de Kwame Nkrumah. Est-ce qu'il y avait un message derrière? Bien sûr, bien sûr. C'est une suite logique de la vision du président de la République, celle d'honorer, n'est-ce pas, la mémoire de ceux qui ont bâti cette Afrique. Tout à fait. Nous voyons au fond de mer de Libreville le musée Georges Damas Aleka qui rentre dans le même sillage. Alors il était important pour le président d'aller s'incliner devant le musée de ce mémorable Africain qui a porté l'Afrique dans son cœur et qui avait une vision, n'est-ce pas, d'unité pour l'Afrique. C'était vraiment important pour le président de la République de le faire et c'est dans sa stricte vision. Oui, tout à fait. Joseph, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, non, effectivement, c'est s'aligner, c'est ne pas faire, je veux dire, aller non seulement pour cette visite, le président a profité, n'est-ce pas, également pour rendre un hommage mérité à cet illustre qui a marqué l'Afrique. Et on a vu autour de la délégation qui l'accompagnait, pas mal, n'est-ce pas, de personnalités qui ont d'ailleurs bénéficié pour cette visite. Et je crois que je dis l'aspect culturel, c'est ce que l'on retient, n'est-ce pas, à partir de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait au niveau de cette visite au niveau de Ghana. Alors, Andy, on va terminer par ce volet, puisqu'on a parlé de la formation le diplomatique. Et là, l'accord précise bien qu'il s'agit de mettre en œuvre la formation des diplomates gabonais et ghanéens de façon mutuelle. Oui, effectivement. Le président Brice Oligui Nguema a mis un accent fort sur la formation. Dès son accession à la magistrature suprême depuis 2023, on constate qu'un effort considérable, sinon des efforts considérables, ont été menés dans le cadre de la formation, non seulement de l'élite gabonaise, j'entends l'élite écolière, universitaire, mais également l'élite professionnelle. Et là, on parle des diplomates. Cette formation est tout à fait bénéfique parce que le président a une vision. La vision qu'il incarne, c'est celle de faire rayonner le Gabon sur toutes les plateformes internationales. De ce fait, de ce point de vue, eh bien, il est primordial que les diplomates qui portent la nation soient les premiers bénéficiaires de ces formations pour le rayonnement culturel, économique, stratégique même, je dirais, de notre pays. Et donc c'est tout à fait normal que le président et son homologue, qui est son frère, il faut le signaler, du point de vue des relations qu'ils entretiennent. Effectivement, oui, le président a décidé de mettre le curseur justement sur la formation, car elle est capitale. Et de toute façon, on va rester avec vous sur le deuxième thème, donc notamment le renforcement des capacités militaires, de défense, des capacités de formation professionnelle, justement des forces de défense et de sécurité. Le président s'y est employé depuis bien aux premières heures donc, de l'arrivée du CTRI. Qu'est-ce que poursuit le président en fait en mettant autant de ressources pour les forces de sécurité et de défense? Le président a compris que la sécurité d'un pays est un élément indispensable. Aujourd'hui, nous sommes dans le golfe de Guinée. Et lorsqu'on parle de l'année 2025, nous avons enregistré 21 incidents dans le golfe de Guinée en ce qui concerne la piraterie maritime. Et donc cela va du renforcement non seulement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, mais il faut dire que depuis que le président accéda à la magistrature suprême, nous avons vu les budgets du ministère de la Défense aller crescendo. Nous sommes allés de 18 milliards en 2024, un peu plus de 19 milliards en 2025, et la loi des finances exercice 2026, justement de cette année, confère au ministère de la Défense plus de 377
milliards. De francs CFA, oui. Voilà. Et dans ces investissements, il ne faut pas avoir seulement le côté logistique. Il y a aussi un plan de rénovation des différentes structures militaires qui a été justement amorcé par le chef de l'État. Il faut dire que ces budgets ou encore ces enveloppes allouées au ministère de la Défense viennent répondre à des questions ponctuelles. Et donc le président mise sur la sécurité, non seulement des Gabonais, mais également la formation des personnels de forces de défense et de sécurité, car lui-même il avait dit lors de la présentation des vœux à ce dispositif important de notre pays, il précisait que la sécurité des Gabonais, elle est importante. Jean-Claude. Oui, sur ce point, Edgar, sincèrement, je m'interroge parce que depuis des années, le Gabon est suréquipé en matière d'équipement militaire. C'est bien de s'équiper, peut-être c'est une manière de dissuader, n'est-ce pas, ceux qui veulent tenter, oui. Oui, permettez-moi de rebondir. Allez-y, allez-y. Dans la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement gabonais, il ne faut pas percevoir ça sous cet angle. Le dispositif, la logistique qui a été ou qui est doté, hein, le président a doté d'importants matériels logistiques aux forces de défense et de sécurité. Il faut comprendre, le président Omar disait un jour que lorsqu'il y a de feu chez le voisin, allez-y apporter votre aide à ce voisin, parce qu'on ne sait jamais. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à mon avis, il ne minimise pas le risque. Et c'est très important. Lorsqu'on gère un État avec des perspectives. On gère un État avec la prospection. Donc il faut comprendre que cela va justement de la sécurité de notre pays. Le Gabon est ouvert sur un certain nombre de frontières. Et donc, le président a compris que la sécurité des Gabonais est un impératif. C'est ce qui justifie justement toute la logistique et les moyens que nous voyons donnés aux forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas de crise. En réalité, je comprends bien cette volonté. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Mais il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un village planétaire. Le monde est ouvert. Les puissances militaires aujourd'hui, lorsqu'on les compte, dans le monde, il y en a qui n'ont pas de crise. Il y en a qui ne sont pas en crise directe, mais qui s'équipent pour pouvoir sécuriser. Je ne voudrais pas citer, il y a certaines frontières dont les agents qui assurent la sécurité n'ont pas de véhicules, de liaison. Ils sont sous-équipés. Mais je crois que même des liens téléphoniques n'existent pas. Il y a des dotations, de plus en plus il y a des dotations. Oui, et il y a un plan de modernisation aussi. Il y a un plan de modernisation. J'étais récemment à la frontière entre le Congo et le Gabon, à Kabala. Nous avons vu les investissements qui ont été faits par la République gabonaise en ce qui concerne justement la DGDI. Oui. On a vu des infrastructures être rénovées. Mais c'est un programme qui va crescendo, qui va aussi atteindre la logistique, notamment en termes de déplacement. Le président est très au fait. Joseph? Oui, c'est clair. Je vois qu'au-delà de tout ce qui est fait comme dotation, comme disait Jean-Claude, il faut accélérer. La vérité, c'est que lorsqu'on parcourt tout le territoire, effectivement, le constat parfois un peu triste quand on réalise qu'à certaines frontières, on a 2 tonneaux. À certaines frontières, il y a manque d'équipement. En réalité, tout est concentré à Libreville. Je crois que Eco de Média, c'est une passerelle qui va forcément permettre aux décideurs de comprendre qu'il faut accélérer, il faut équiper davantage. Et comme disait Andy, je crois qu'il y a un plan, il y a vraiment un planning qui est justement mis en avant. Mais nous saluons déjà ce geste-là. Effectivement, on ne peut pas croiser les bras, il faut prévenir. Et je crois que tout ça, c'est pour la stabilité du pays. Et c'est de permettre également à nos forces de défense d'être au fait de la haute technologie, parce que c'est les derniers véhicules, dernière génération. Et il ne faut pas rester, n'est-ce pas, en marge de cette performance-là. Donc, absolument. Jean-Claude, je voulais justement, et un volet important aussi, c'est de la formation. On a bien vu qu'au-delà de recrutement direct dans les forces de défense et de sécurité, dans les effectifs qui se renforcent, il y a aussi ce accent qui est mis sur la formation à partir de plus jeune âge, c'est-à-dire avec la multiplication des établissements de Prytanée militaire. On est parti d'un établissement, je pense qu'Andy le dirait peut-être, nous sommes à 3 ou 4 établissements de Prytanée militaire. Je pense quand même qu'il y a aussi une espèce d'anticipation. On peut effectivement espérer que ces Prytanée militaires vont nous produire des agents de sécurité et de défense dignes de ce nom. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui,
et a dit éthique ni déontologie de la part de certains agents de sécurité qui sont recrutés sur des bases subjectives et qui ne répondent à aucune logique. Et qui n'honorent pas les forces de défense et de sécurité. Voilà, de toute façon, on a vu des révocations. Donc on dit aujourd'hui, il y a plusieurs structures et assimilées. On compte à quasiment 20 structures du Prytanée militaire et assimilées. Dites-nous, oui. Voilà, une vingtaine. Donc il y a une volonté, justement, comme je disais, de remettre la formation de l'élite gabonaise au centre. Au cœur même de la décision. Wilfried Okumba, qui est un ancien activiste connu. Alors, je pose une question simple. Est-il interpellé, oui ou non? Edgar, je ne pourrais répondre à cette question avec certitude, mais je dirais simplement qu'au regard des faits, Wilfried Okumba devrait être interpellé et entendu par la justice. Je crois que la réponse elle est assez précise. Alors, moi j'ai réussi à joindre un confrère de journalisme judiciaire, voilà, donc la presse judiciaire, qui est très actif et très présent dans les arcanes donc, du parquet, qui m'a bien dit que M. Wilfried Okumba n'a jamais fait un voyage sur Franceville, n'a jamais été interpellé, est bien chez lui et qu'il pourrait accorder un certain nombre d'interviews, notamment à la presse judiciaire. Effectivement, depuis l'arrivée de ce compatriote, lorsqu'il est rentré de France, on constate avec insistance beaucoup des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux. Mais ce que je peux apporter sur la question, c'est que le législateur gabonais a prévu un certain nombre de dispositions pour des personnes qui s'amuseraient à diffamer ou à poser des actes contre justement l'éthique de la vie humaine. Absolument. Et donc, de ce point de vue, on n'a pas certainement encore recoupé ou regroupé toutes les sources possibles pour pouvoir affirmer ici que ce compatriote a été arrêté, mais tout de même, il reste tout de même face à sa responsabilité du point de vue de ses prises de position. Absolument. Il y a plusieurs personnalités politiques qui ont pu, en quelques mots, dire certaines choses sur la toile, nous avons observé. Et donc, comme je le disais, il ne reste qu'au législateur de trancher face à ce différend. Alors, Joseph, on l'avait déjà écrit, dès qu'il est rentré, on a vu un compatriote rester 13 ans à l'étranger, rentrer avec un sachet, parce que c'était un peu ce qui a suscité la raillerie sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Et puis, le lendemain, qui est sur un plateau de télévision pour évidemment demander pardon, mais aussi expliquer que les choses devaient s'améliorer, qu'il reconnaissait une part de responsabilité dans le tort causé à un certain nombre de compatriotes. Maintenant, aujourd'hui, on demande, le président, lui, c'est un homme d'État, c'est le père de la nation, il peut accepter des injures, il peut accepter ce qui a été adressé à son encontre, et donc au nom de la cohésion, de l'unité, il peut fermer les yeux. Est-ce que cette médiatisation qu'on veut faire autour de lui ne lui cause pas beaucoup plus de tort? Effectivement, je crois que, comme le disait Jean-Claude, c'est un point de vue, et après, si s'avère qu'ils sont véritablement interpellés, je leur relance le débat sur effectivement l'impartialité de la justice. Bon, montrer que nul n'est au-dessus de la loi. Et on a d'ailleurs dans les réseaux sociaux, certainement, M. Jean-Gaspard Doutoaï aurait porté plainte contre... A porté plainte, pas aurait. C'est pas conditionnel, c'est confirmé. Et donc effectivement, voilà, chacun s'est senti peut-être blessé à un niveau par les propos de ces personnalités. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le président, lui, il est quand même père de famille. Donc après, il peut ne pas agir par rapport à tout ce qu'il a encaissé comme injure, etc., etc. Mais le Gabonais lambda peut se sentir blessé et puis a le droit de porter plainte. Donc si c'est avéré, je pense que la justice fera son travail. Est-ce que Jean-Claude, cela ne va, on suppose, en tout compris pour lui, pour qu'il n'y ait pas cette plainte... Non, Edgar, ne priez pas pour lui. Alors, il a posé vous ne devrez pas prier pour lui. À moi aussi, il m'a causé du tort à un moment donné, oui. Lorsque j'étais au cabinet des ministres. Mais bon, nous on est chrétiens, c'est passé. Alors, justement, ma question c'est de savoir si il ne va pas se retrouver avec autant de plaintes et mettre finalement la justice devant un problème. Est-ce que la justice est capable d'aller plus loin dans toutes ces plaintes qui vont être déposées? Edgar, nous allons sur des faits. Nous parlons des faits. Il n'y a pas longtemps, presque dans des faits similaires, un compatriote a été pris
emprisonné, il a passé plus de 6 mois. Oui, Xavier. Xavier, dont je ne voudrais pas le citer. Ah, il faut le citer. Pour des faits, il ne s'adressait pas aux individus, il s'est adressé à un clan, à une tribu. Oui. Le ministère public a fait son travail. Il serait injuste que quelqu'un qui a passé tout son temps en France a proféré des menaces, des injures, de la diffamation sur des paisibles citoyens, rentre tranquillement et qui ne soit pas inquiété. Ça sera l'impression qu'il y a une justice à plusieurs vitesses. À plusieurs vitesses. Est-ce que la plainte, par exemple, de Ntoto Mahi, n'a pas été motivée un peu comme celle qui pourrait arriver, on ne le souhaite pas, par le fait qu'il arrive, il présente des excuses, et puis le lendemain, il va enfoncer un compatriote qui a fait un investissement dans lequel le président a séjourné? Oui, mais on a vu aussi pas après la plainte de Jean Gaspard. Avant ça, on a eu Makona Alexandri qui a réagi. On a eu pas mal de compatriotes qui ont réagi. Mais nous voyons le retour de l'activiste comme déjà nous saluons parce que c'est aussi ça, un chef d'État qui peut-être pardonne, accepter ce retour. C'est un exemple pour beaucoup d'activistes qui sont aujourd'hui coupés de leur famille, qui sont restés en exil et qui peuvent se dire, une fois retournés au pays, ils seront, n'est-ce pas, broyés par la machine étatique. Donc là, il s'agit des individus qui sont sentis blessés et à chacun, n'est-ce pas, de décider de porter plainte. Et pour revenir, c'est effectivement, c'est clair que, bon, la plainte de Jean Gaspard Totoaï, puis il fallait attendre l'occasion. C'est vrai qu'une fois que l'activiste est retourné au pays, il a l'opportunité, et il a saisi l'opportunité. Et donc, en ça, nous pensons que, bon, de toute façon, c'était que normal. Parce que Interpol pouvait faire le travail, porter plainte, étant au Gabon, Interpol devait faire le travail, mais je crois qu'ici, le champ est plus ouvert, et l'opportunité était saisie. Andy, on va rester avec vous. Alors, sur le deuxième sujet des interpellations, cette fois, il s'agit d'Éric Moron-Nguema. C'est l'architecte principal qui a eu le marché de près de 6 milliards de francs CFA régulièrement payés sur la construction donc, de la place dite Georges Damas à Leka. Alors lui, par contre, a été bien arrêté. Oui, arrêté. Il est entendu à la DGR. Entendu à la DGR, on a pu lire cela dans un certain nombre de médias en ligne. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un vieux chantier, le chantier de la construction de la place Georges Damas à Leka, en face de la place Indépendance, le boulevard du bord de mer. C'est un vieux chantier, c'est l'un des premiers chantiers du CTRI à l'époque. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait déjà des signaux, parce que le président, du point de vue de la posture que le président avait lorsqu'il était allé faire cette visite, tout de suite, on avait compris que le compatriote devait avoir des problèmes. Et ensuite, on a aussi suivi avec beaucoup d'attention la conférence de presse de l'ordre gabonais des architectes qui apportait un démenti par rapport à cette situation. Et on n'arrive toujours pas à comprendre en réalité quelle est la position du gouvernement, quelle est la position de l'architecte ou encore de l'ordre dont lui-même est président. Oui, on s'interroge. Mais lorsqu'on essaie de suivre l'actualité, on comprend aisément qu'il y a un véritable problème, puisque désormais la Direction générale des recherches a interpellé le compatriote, certainement pour être entendu. On espère que d'ici peu, on aura les retombées de ce dossier qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Alors Jean-Claude, le président était bien allé sur ce chantier. Hein. On avait vu l'échange avec M. Éric Moron-Nguema. Il lui demandait d'ailleurs même d'appeler ses amis à Dubaï qui ont pris son argent. Ça veut dire que le président, ayant géré les renseignements et gérant toujours les renseignements en tant que chef d'État, avait déjà un certain nombre d'informations qu'il n'avait pas voulu dévoiler. Il avait presque laissé entrevoir une option de poursuite judiciaire. Nous en sommes là. Maintenant, que va faire Moron-Nguema, puisqu'entre-temps, on a entendu des montants qui varient entre 8 milliards, 3 milliards. Et puis finalement, moi je suis allé faire un reportage sur le site, rencontrer celui qui a pris le relais pour faire avancer les travaux, qui m'a dit en off que bon, eux, ils n'avaient pas reçu un fonds, ils ont été commis sur le chantier pour essayer d'avancer avec d'autres moyens. Et puis, autour de tous ces montants, on parlait pratiquement d'une surévaluation du marché. Et que le marché ne coûtait pas en réalité 6 milliards, 8 milliards. Oui, Edgar,
Tanguy l'a dit tout à l'heure, c'est un dossier complexe dont nous ne maîtrisons pas tous les contours parce que c'est un grand marché. Absolument, oui. Et des milliards. Mais nous constatons d'abord que, comme vous l'avez dit, le président de la République était sur chantier et il avait donné l'ultimatum du 16. Le 16 n'est pas encore arrivé. On apprend l'interpellation de l'architecte Moreau, celui qui devrait réaliser cette œuvre, par la DGR, où il est entendu. Et je crois qu'il faut qu'on jette un regard froid sur ce chantier. Il faut appeler, par exemple, à une contre-expertise pour regarder si les moyens dégagés ont été utilisés pour la tâche. Absolument. Est-ce que le marché a été surévalué? Est-ce que le marché a été sous-évalué? Donc il faut une contre-expertise. Est-ce que l'argent a été détourné? Si l'argent a été détourné, Moreau devrait répondre à la justice. Et cette interpellation pourrait signifier que être proche du chef de l'État ne nous exempte pas des poursuites judiciaires, autant pour Moreau, autant pour notre ami Wilfried Okumba, qui se réclame être le soutien du président de la République. Oui, il y a autant d'investisseurs, des chefs d'entreprise qui ont été justement appelés à réaliser un certain nombre d'infrastructures. Le cas de Moreau, pourquoi seulement Moreau? Alors qu'on sait également qu'il y a des chantiers qui ont piétiné, il y a eu des commissions qui se sont mises en place pour aller expertiser un certain nombre des travaux. Mais qu'en est-il? C'est aussi des questions que l'opinion se pose. Absolument. Et puis, c'est vrai que la suite réelle de ce dossier relève du judiciaire, mais il y a aussi des interrogations qui demeurent. On parlait des 7 milliards par province. Lors de la transition que le président avait allouée à toutes les provinces. Qu'en est-il? Là aussi, on aimerait avoir des évolutions dans ce sens. Joseph? Je crois que ça fera l'objet d'un autre débat, ça c'est profond. Bien sûr, Mais je pense que le chef de l'État, dans sa démarche, veut mettre fin à ce qui a longtemps pénalisé notre pays. C'est-à-dire en réalité, les chantiers lancés qui n'aboutissent pas. La démarche, elle est bonne. Et ensuite, je crois, comme dit Jean-Claude, il faut accompagner ou bien précéder cette mission, n'est-ce pas, d'une mission de contrôle. Mission de contrôle avec une expertise avérée pour évaluer la plupart des chantiers. On a vu le président sur le terrain à plusieurs reprises, sur Ntumbuko Beach, à l'intérieur du pays. Et donc, le cas Moreau, peut-être que nous ne maîtrisons certainement pas en termes de coûts, mais nous pensons que l'effet de descendre sur le terrain par le chef de l'État à chaque reprise, ça fait bouger les lignes. Et ce dossier, ce qui est sûr, depuis la sortie, la dernière visite du chef de l'État, l'architecte n'a pas parlé. Donc, il est question peut-être pour la DGR, normal, de faire son travail, de chercher à savoir exactement qu'est-ce qui se passe pour que le chantier n'avance pas. Je crois que ça relève également du judiciaire. Donc cet aspect-là, nous aurons peut-être plus d'éclairage là-dessus sur la position, n'est-ce pas, de M. Moreau par rapport à ce qui s'est fait. Parce qu'en réalité, il paraît qu'il y a eu extension. Donc ce qui était prévu dès le départ a été modifié légèrement. Donc, oui, les extensions donc cette modification... Les extensions n'ont pas été réalisées parce que j'étais sur le site. Bon, voilà. En fait, l'architecte Moreau avait demandé un supplément, un avenant. Un supplément de 26 milliards à peu près pour faire les extensions. Donc le président, je crois que la présidence avait émis des réserves. Cet argent n'a jamais, ces extensions n'ont pas été réalisées. Hein. On est encore sur le plan initial. Alors, je crois que effectivement c'est dans ce sens qu'il faudrait qu'une mission de contrôle puisse descendre sur le terrain, apporter des éléments clairs. Alors nous allons aller sur un autre sujet qui est plutôt un point noir de cette émission. Je vous prie d'abord d'observer une minute de silence. Voilà donc cette minute de silence est en mémoire de Jérémy Nzamba, qui devait être à côté de Randy Tongi. Nous avons laissé expressément cette place vide parce que nous devions constater qu'il n'est pas avec nous, alors qu'il devait être avec nous. On l'a perdu il y a quelques jours. Quel est le souvenir que vous gardez de Jérémy Nzamba, Joseph? C'est difficile. C'est vrai que c'est parfois bien de rendre hommage,
quand la personne est vivante. C'était un aîné qui, à chaque fois que j'avais besoin de lui, pour les corrections des textes, je l'appelais, il passe à la maison. Et puis, bon voilà, il était ouvert, parfois un peu rigoureux dans nos échanges pour ce qui est je parle du métier de journaliste. C'est quelqu'un qui passait presque inaperçu. Le grand Jérémy Gustin Nzamba ne pouvait pas savoir que c'est une voix qui a longtemps bercé des générations sur Africa numéro 1. Il a été... Bon, les mots me manquent. Je pense que la terre de nos ancêtres lui soit légère. C'est quelqu'un qui était très ouvert, et parfois il faisait semblant de s'énerver, juste parce qu'il voulait, n'est-ce pas, passer un message. Tout à fait. Et je crois qu'il a eu un parcours alléchant. Nous avons appris beaucoup de lui. Personnellement, de temps en temps, on était au téléphone, on est passé à Proximity Web Media où il était. Il est passé plusieurs fois sur ce plateau. Il a toujours été quelqu'un de franc, de direct quand il fallait, quand c'est pas bien, il le critiquait. Bon, il s'en est allé. On dit. Jérémy, c'est une voix, une grande voix du Gabon qu'on perd. Cette voix qui se caractérisait par un timbre unique, une maîtrise parfaite du rythme à l'antenne. Et pour le temps que nous avons passé ici à Gabon Première, particulièrement dans cette émission, d'abord à débat de presse, puisqu'on a fait la mutation de débat de presse pour Écho des médias, je retiens de lui un professionnel rigoureux, un professionnel discipliné, un professionnel rempli d'humanisme et surtout d'humilité. Je n'ai pas décelé en lui des brins d'émotion, puisque à chaque fois il était toujours souriant. On ne pouvait pas imaginer que derrière il souffrait par rapport à la situation vécue par Africa numéro 1. On ne pouvait pas imaginer les souffrances qu'il endurait. Il nous présentait toujours un visage jovial, détendu, et il nous a fait comprendre que on peut souvent faire semblant d'être heureux dans le regard des gens. Et c'est ce que Jérémy en fait nous montrait. Au moment où Jérémy regagne la terre de nos ancêtres, c'est vraiment avec beaucoup de peine que la nation, je dirais même la nation, mais que dis-je, le monde, puisqu'il a travaillé à Africa numéro 1, qui est bâti depuis les années 81, je n'étais pas encore né, voyez-vous que c'est tout le monde entier qui pleure Jérémy Nzamba, c'est toute l'Afrique entière, tous ses confrères, toute la communauté des journalistes du monde. J'espère, je dis bien j'espère que la nation reconnaîtra le potentiel, l'immensité, la plénitude du travail qu'il accomplit. J'espère que la nation rendra hommage à ce grand journaliste qui a écrit l'histoire du monde, l'histoire de l'Afrique et l'histoire du Gabon. Merci. On dit, de toute façon, Jean-Claude Blanc, je l'ai côtoyé parce que, arrivé jeune à Africa numéro 1 en 1998, il m'a encadré, il m'a fait participer à des éditions d'information de la matinale pendant presque 2 ans. Il fallait se réveiller à 4 h du matin et il m'a tout donné. Donc, évidemment, il me manque de mots. Puis, il a continué ce soutien en venant honorer ce plateau. Et c'était finalement, comme disait Andy, confronté à des difficultés liées à la situation d'Africa numéro 1. Et il s'était quasiment reconverti dans la formation des jeunes au niveau des établissements, dans le cadre des formations des sciences de la communication et de l'information. Oui, Edgar, nous venons de perdre un monument du monde des médias. Et Andy l'a dit tout à l'heure, il faudrait que la nation soit reconnaissante vis-à-vis de Jérémy. J'ai dit non. Jérémy, on peut dire qu'il a été sacrifié sur l'ingratitude de nos autorités. Beaucoup d'Africa numéro 1 passent des vies à trépas parce que les conditions ne sont pas ça. Quel hommage va-t-on rendre à quelqu'un qui a tout donné pour son pays? Je retiens de Jérémy un homme humble qui a embrassé son métier et qui l'a fait.
il ne s'est pas coquiner avec le politique. Il n'a pas cherché, je ne l'ai jamais vu porter le boubou ou bien le t-shirt d'un parti politique ou bien d'un candidat. Il me disait, petit frère, j'ai choisi le journalisme, j'y reste. Et ça prouve à suffisance le degré d'amour qu'il avait pour ce métier. Alors aujourd'hui, Jérémy est parti, presque dans l'indifférence, à cause de la situation d'Africa numéro 1. Est-ce que cette situation va perdurer? Est-ce que cette situation va perdurer? Est-ce que nous allons attendre que les héros tombent les armes à la main pour venir rendre hommage? Jérémy est parti, les armes du journalisme à la main. Oui, ça c'est ce qu'on peut retenir et préciser qu'il s'en va. Jérémy Gustin Nzamba s'en va au moment où on s'apprête à inaugurer Africa numéro 1 dans ses nouveaux habillages. On espère, et là c'est le thème de la semaine prochaine, si vous voulez bien être là, que toutes les dispositions ont été prises pour préparer les équipements techniques, préparer la formation de ceux qui doivent manipuler ces équipements, de préparer une grille des programmes, parce qu'en réalité, l'inauguration, il ne faudrait pas que les autorités amènent le président sur l'inauguration des bâtiments, lancer temporairement les programmes qui vont par la suite s'arrêter, parce que maintenant il faudra prendre le relais sur la formation des personnels qui devront justement aussi bien manipuler les équipements mais aussi animer, parce qu'il faudra effectivement affecter aussi du personnel. L'État ayant repris l'ensemble du capital d'Africa, il faudra donc former le personnel. Alors le temps n'est plus intéressant pour nous. Nous allons aller sur le dernier point. Il s'agit bien sûr de la situation de la société santé pharmaceutique installée dans la zone d'un coq. Joseph, vous avez, comme d'ailleurs nous, regardé comment ces investissements ont été réalisés d'une importance assez capitale, mais cette société n'a toujours pas la facilité d'écouler le médicament. Oui, c'est clair. Je crois que le seul message, après avoir effectué une visite récemment en coq, nous avons été personnellement touchés. Touchés parce que c'est une grosse infrastructure qui est implantée au Gabon, et qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve en France, qu'on trouve un peu partout. Donc, les installations de la santé pharmaceutique sont de qualité, et dans la sous-région, il n'y a pas. Dans toute la sous-région Afrique centrale. Et la capacité de la santé pharmaceutique, voyez-vous, lorsqu'on échangeait avec le DG, parce que c'est quelqu'un qui croit, mais qui est presque abattu. Découragé. Mais nous pensons que le chef de l'État étant le plus renseigné, sait qu'il faut faire quelque chose. D'ailleurs, il a été reçu il n'y a pas longtemps avec la ministre de la Santé. Et ça, c'est l'occasion dans l'écho des médias d'interpeller davantage le chef de l'État à relever cette santé pharmaceutique qui a une capacité d'alimenter la plupart des pays de la sous-région. Oui, de la sous-région, tout à fait. Qui a la capacité de résoudre le déficit en médicaments que nous avons à l'intérieur du pays. Et qui a la capacité, n'est-ce pas, à renforcer les différentes pharmacies. Exactement. Au-delà des opinions incestueuses que les gens peuvent avoir sur la chaîne nationale, nous, ici, à Écho des médias, nous sommes un véritable baromètre. Et cela s'atteste justement par les thématiques que nous menons de bout en bout. Récemment, nous avons évoqué la question du SAMU social. Nous avons pu observer durant les mois passés qu'aujourd'hui, le SAMU social est en train de regagner son oxygène. Absolument. Et donc, celui qui s'attaque à la santé s'attaque à la vie. Exactement. À qui profite cette situation? Absolument. Nous sommes même gênés de débattre de cette question parce qu'en réalité, ça ne devait pas faire l'objet d'un débat. C'est une entreprise qui est installée au sein de la zone d'investissement spécial de Coq depuis 6 ans, puisqu'elle a été inaugurée officiellement en 2020. Bien sûr. Depuis 2020, nous sommes le premier pays en Afrique centrale à disposer de cet instrument qui produit des génériques. Donc des génériques qui peuvent être injectés dans nos hôpitaux. Quand on sait combien nos hôpitaux manquent en médicaments, combien on sait que nos structures hospitalières, même des provinces, ne sont quasiment pas alimentées, elles manquent non seulement des spécialistes, mais elles manquent aussi des médicaments. Alors qu'on a une entreprise sur place qui fabrique des médicaments. Finalement, à qui profite cette situation? Absolument. Jean-Claude? Oui, les confrères ont presque tout dit. Un investissement de cet acabit ne devrait pas pourrir. Je vous rappelle qu'il y a près de 2 millions de tonnes de médicaments qui courent à péremption. Ouais. Près de 78 personnes gabonais
près de 78 Gabonais qui sont au chômage aujourd'hui. 85. 85, qui sont au chômage aujourd'hui. Et cela n'émeut presque personne. Le président a reçu les responsables de cette usine il y a presque un mois. Il a donné des instructions, mais jusque-là, on a l'impression que rien ne bouge. Alors, la grande question, comme l'a dit Tanguy, à qui profite le crime? Cette situation est tout à fait... À qui profite le crime? Et cette usine a des perspectives, parce qu'elle compte transformer l'Iboga ici, pour l'exporter ailleurs, Oui, monsieur. avec des retombées inestimables. Inestimable, tout à fait. C'est Alors, exact. quand ceux qui ont l'achat de mettre en pratique, de mettre en musique cette politique traîne, on a l'impression qu'ils n'aiment pas le pays, ils ne se soucient pas de la population. On s'est une dernière question sur ce sujet. Joseph, est-ce qu'il y a des risques quand vous discutez avec l'élection de cette société? Est-ce qu'il y a des risques qu'ils se découragent et qu'ils ferment tout? Ben, attendez, c'est justement le constat qui a été fait quand nous avons échangé avec le directeur général. Ben, c'est quelqu'un qui croit. Il est abattu, mais il croit. Il a l'espoir. Et nous pensons que, comme disait Andy, c'est ça aussi le rôle des médias. C'est ça le rôle des médias. Être patriote quelque part, oui. Parce que c'est le Gabon qui perd et c'est le gagnant qui gagnerait à relancer cette grosse machine. Et nous pensons que le directeur général de cette boîte, il croit déjà que tous les espoirs sont fondés sur le chef de l'État. Mais comme disait Jean-Claude, est-ce que ceux qui sont chargés de mettre la politique du chef de l'État en musique, parce que le chef de l'État peut être partout. Bien sûr, tout à fait. Ça, on l'a il est dit. en diplomatie, donc il faudrait que les gens, que chacun à son niveau, arrive à travailler avec amour, avec le sentiment de patriotisme. Sinon, en réalité, on va assister à une santé pharmaceutique qui va quasiment fermer les portes. Oui, tout à fait, bien sûr. Andy, il y a une seule chose qui est au-dessus de nous, c'est la nation gabonaise. Alors Jean-Claude, on termine rapidement avec le dernier point. Il s'agit bien sûr de la guerre au Moyen-Orient. Alors on arrête, on reprend les bombardements de part et d'autre. Pas plus tard encore qu'il y a quelques heures, les États-Unis ont repris les bombardements. L'Irak qui replique en essayant d'entraîner toute la région du Golfe dans le combat, ou du Moyen-Orient dans le Golfe. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les États-Unis et Israël ont sous-estimé la résilience de l'Iran ? Oui, mais c'est ce qui saute à l'œil. Les États-Unis et ses alliés ont sous-estimé l'Iran, alors que l'Iran était prêt à affronter cette guerre. Surtout quand c'est une guerre injuste, je crois que les entités spirituelles, naturelles, viennent toujours en faveur de ceux qui subissent cette injustice-là. Et c'est ce revers que vit aujourd'hui les États-Unis. Parce qu'à chaque fois qu'ils mènent une guerre qui ne tient pas la route, ils finissent toujours par échouer. Et je crois qu'en Iran, les États-Unis et leurs alliés vont échouer. Un responsable américain disait il y a quelques jours que l'Iran gagnerait à se mettre du côté des États-Unis s'il veut être la première force économique du Moyen-Orient. Moi j'en ris parce qu'en réalité l'Iran est d'abord un pays riche du point de vue de ses ressources pétrolières. Et puis il faut comprendre que l'Iran a voulu jouer justement dans cette guerre, l'Iran a voulu jouer la montre, et cela se démontre par sa capacité de résilience. Et en bloquant le détroit d'Ormuz, c'est quasiment plus de 10%, sinon 15% du commerce mondial qui transite par ce couloir. 20%, oui. Merci, 20% qui transitent par ce couloir. Et donc les Iraniens, pour ma part, ont une grande intelligence dans la stratégie de guerre. C'est ce qui explique que jusqu'ici, Israël et son allié, les États-Unis, n'arrivent pas, en réalité, à renverser l'Iran. Joseph, l'Iran semble ne pas avoir utilisé jusqu'ici des armes non conventionnelles, dont il dispose, parce qu'il faut le dire. Ah, le cap est fixé, malgré les pressions économiques, les pressions militaires, les sanctions économiques, autant pour moi, la pression militaire et tout ça. L'Iran maintient le cap. C'est une autre stratégie. Et cette capacité d'adaptation, nous pensons qu'ils ont tout pour aller jusqu'au bout. Et je crois qu'il sera difficile d'arrêter. Andy, je précise, on va terminer par là, que finalement dans leur stratégie de communication, les autorités iraniennes ont d'ailleurs même mis à prix la tête de Donald Trump pour 10 tonnes d'or. Bien sûr, Donald Trump, de ce point de vue, il faut comprendre, de ce point de vue, Donald Trump devient de facto l'une des personnalités
les plus, je veux dire, en insécurité. C'est l'une des personnalités qui se sent le plus en plus en insécurité de ce point de vue. Et donc lui-même, il a reconnu en disant les Iraniens veulent me descendre. Et donc, nous devons faire très très attention parce que le récent conflit entre l'Irak et les États-Unis a démontré clairement que les Arabes sont très déterminés et ils ont une stratégie souvent tapis dans l'ombre qui ne montre pas des signes. Et donc, nous devons être très prudents. Les Américains gagneraient à être très prudents vis-à-vis de la position des Iraniens. Merci, messieurs, d'avoir fait ce plateau. Jean-Claude Affa, vous êtes directeur de publication de l'Objectif Magazine. Merci à Joseph Mamimba, vous êtes directeur de publication de Convergence Afrique. C'était un plaisir de vous avoir. Andy Deltongui, mon collaborateur et co-présentateur de l'émission. Merci d'être toujours présent à ce plateau. Merci. Nous allons, mesdames, messieurs, amorcer la dernière partie de cette émission. Il s'agit bien sûr de l'éviter. Et nous recevons Brice Livo Eyinga. Il est acteur politique. Dernière partie de cette émission Écho des médias sur Gabon Première. Je reçois Brice Livo Eyinga. Vous êtes acteur politique, très actif. Nous allons parler justement de deux faits. D'abord, l'arrestation ou l'interpellation, vrai ou faux, de l'ancien activiste Wilfried Okumba et également de l'interpellation de M. Eric Moron-Nguema, qui, vous le savez, est architecte sur le chantier de Georges Damas Aleka sur le front de mer. D'abord, sur la première question, on a bien vu Wilfried Okumba, activiste connu, qui est resté 13 ans en France, qui est rentré dans les conditions que nous savons. D'abord, qu'est-ce qui peut justifier qu'il soit rentré ? Alors, merci. Avant toute chose, je voudrais rendre un petit hommage à M. Odefen Zamba, que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici. Tout à fait. Et que j'avais déjà rencontré au préalable, quelqu'un qui est d'une disponibilité que beaucoup de gens ont rappelé ici. Merci. Là, pour revenir à la question que vous m'avez posée, je voudrais absolument que l'on revienne au rendez-vous du 30 août, qui a vu l'arrivée au pouvoir de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Dès le début de la transition, le mot avait été donné que l'État qui se construisait était un État de droit. Et dans un État de droit, il est clair que les citoyens, quelle que soit leur place, quelle que soit leur responsabilité, sont sous l'emprise de la loi. Donc quiconque oserait sortir du cadre de la loi se doit d'être attrapé par la loi. Qu'est-ce qui donne l'assurance à M. Wilfried Okumba de revenir au pays? Je pense que de la part du gouvernement de la République, il y a une volonté de la part du gouvernement de faire table rase du passé, de faire en sorte que tous les citoyens de ce pays se retrouvent dans un même cadre, se retrouvent dans un creuset qui s'appelle le Gabon, afin qu'ensemble nous puissions mettre en commun nos idées pour bâtir un nouveau Gabon, un Gabon où les contributions, quelles qu'elles soient, quelle que soit la personne qui porte des réflexions, puisse contribuer à la construction de ce Gabon. Mais entre-temps, cela appelle à la responsabilité. Une responsabilité qui se doit d'être permanente et non pas une responsabilité circonstancielle. Le pardon, oui, mais le pardon, il ne faudrait pas que le pardon devienne quelque chose que l'on ressasse à chaque fois. Alors maintenant, on l'a bien vu arriver devant les caméras, présenter des excuses et puis se retrouver le lendemain, quelques heures après, sur un plateau pour accuser notre compatriote. Alors, je pense que, vous savez, les habitudes ont la peau dure. Et les réflexes anciens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire la transition entre le Gabon du passé et le Gabon nouveau. Ce Gabon du passé qui était conçu sur la base de réflexes qui consistaient à faire des choses et à les refaire en comptant sur la main d'un parent ou de quelques passe-droits qui pouvaient faire en sorte que vous pouviez faire quelque chose et vous en sortir le lendemain. Or que le nouveau Gabon, c'est le Gabon qui donne certes des chances, mais qui ne donne pas éternellement des chances à des personnes qui sont d'un certain âge, avec une maturité aussi bien intellectuelle, politique que sociale, de refaire en même temps les mêmes bêtises pour qu'elles soient éternellement pardonnées. Est-ce que ce cas école, parce qu'on comprend bien la motivation du gouvernement, c'est de faire en sorte que les compatriotes qui sont en contestation à l'extérieur puissent rentrer et jouer leur rôle dans la société. Est-ce que s'il arrive quelque chose
au plan judiciaire à M. Okumba, est-ce que ça ne va pas dissuader les autres qui ont l'intention de rentrer? Bon, moi, je pense que l'idée qui consisterait à voir tous les contestateurs, sinon les activistes, rentrer... Ceux qui n'ont rien à faire là-bas. Qui n'ont rien à faire rentrer, moi, je pense que l'activisme en soi est devenu une activité lucrative, pour certains. Ce qui veut dire quoi? On est dans un cercle vicieux. D'accord. Ceux-là rentreront au pays, d'autres se créeront à partir de l'extérieur. Ah oui, j'imagine. Donc, on est dans un chemin qui est sans issue. La seule façon, et ce à quoi il faut appeler les gens, c'est que les gens tirent les leçons de ce qui se passe avec M. Okumba en se disant, nous avons le droit dans une république de ne pas être d'accord avec les responsables, ceux qui gouvernent nos pays. Nous avons le droit d'avoir peut-être des propos virulents, mais tout en respectant ce qui est autorisé dans le cadre du débat public. Tout en respectant les personnes avec qui on n'est pas d'accord. C'est le sens même de la démocratie. Monsieur Brice Livoyinga, il s'agit donc de l'interpellation au moment où nous faisons cette émission de compatriote Eric Moron-Nguema, qui est architecte et qui avait la responsabilité du chantier de Georges Damas Aleka sur le front de mer. Alors, sous réserve qu'il soit libéré au moment de la diffusion de cette émission, il est interrogé sur l'utilisation de près de 6 milliards de francs CFA consacrés justement à la réalisation de ce chantier. Alors, je voudrais, pour ce qui concerne le fond du dossier, je voudrais qu'on reste un peu strictement sur le principe de respect, puisque l'affaire est en instruction. Absolument, oui, donc, tout à fait. Que l'on s'évite de rentrer dans le fond de l'affaire. Tout à fait. Mais il y a des questions de forme qui interrogent. Et l'une des questions qui interroge, c'est comment est-ce que M. Nguema a réussi à obtenir ce marché? Dans quelles conditions l'a-t-il obtenu? D'accord. A-t-il fait l'objet d'appels d'offres? Si oui, dans ce cas, je pense que le gouvernement avait évalué ses capacités à être capable de le faire. Et dès qu'on l'a dit, on se dit, pourquoi attendre le dernier moment, ou presque à la date butoir, pour se rendre compte que M. Nguema accuse le retard sur un chantier qu'il a eu, je pense qu'il y a déjà presque 3 ans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui interrogent. On aurait pu faire des inspections à l'avance et se rendre compte tenu du fait que le président tenait à ce que ce 17 août, ce chantier soit réceptionné, 6 mois, 7 mois à l'avance, on aurait pu faire des inspections et se rendre compte, par exemple, des difficultés auxquelles M. Nguema est confronté. Mais quoi qu'il en soit, et la question est posée, et il faut absolument, puisque c'est le cas de la justice qui est engagé désormais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire peut-être une contre-expertise, laquelle contre-expertise permettra de savoir réellement est-ce que M. Nguema, pour revenir sur ce que disaient mes prédécesseurs, a surévalué, sous-évalué le marché qui lui avait été donné pour que, si jugement il y a, qu'il soit jugé sur la base des faits concrets. Brice Livoyinga, vous êtes acteur politique. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau, pour la 2e fois d'ailleurs, et bien sûr, au plaisir de vous retrouver sur d'autres sujets. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission Écho des médias sur Gabon Première. On se retrouve dans une semaine. Merci à toute l'équipe technique.